Bonsoir Laurent Joly, vous êtes historien, spécialiste du régime de Vichy, directeur de recherche au CNRS et vous publiez votre dernier livre, La rafle du Veldiv, chez Grasset. C'était il y a 80 ans, on est en juillet 1942, sous l'occupation, 2 jours seulement, 12 884 hommes, femmes, enfants sont arrêtés en plein Paris par la police française. Seule une petite centaine survivra au camp de la mort. Alors, on a lu beaucoup de choses sur cette rafle, on a entendu beaucoup de choses, mais paradoxalement, vous dites que finalement, c'est une période assez méconnue. La période n'est pas méconnue. Évidemment, il y a beaucoup de témoignages, vous l'avez dit, beaucoup de livres. En revanche, la rafle du Veldiv, c'est d'abord et avant tout une opération de police, organisée par la police municipale de la préfecture de police de Paris, et on connaissait très mal à la fois la logistique, la préparation et surtout les marges de manœuvre des policiers qui ont exécuté leur mentalité et comment eux ont vécu ces 2 journées terribles. C'est ça que vous avez découvert et que vous compulsez puis ensuite révélez dans votre livre, c'est-à-dire la parole des policiers. Vous dites finalement c'est un sujet quasiment tabou et donc en fait il y avait très peu d'informations là-dessus. Alors vous avez étudié cette opération de police minutieusement préparée. Vous rassemblez d'ailleurs des documents rares dans votre ouvrage. Vous avez épluché 400 dossiers d'épuration. 4000 dossiers d'épuration et seulement une trentaine de cas qui concernent la rafle du Veldiv, mais qui donc permettent de découvrir la parole. Les policiers vous disent « j'ai voulu entrer dans leur tête ». Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces policiers ? Ce qu'il y a dans la tête de ces policiers, d'abord, c'est que c'est une corvée. Voilà, ce n'est pas un plaisir pour eux d'aller arrêter des femmes, des enfants au petit matin. C'est d'ailleurs pas leur travail. La plupart sont des gardiens de la paix. Donc un gardien de la paix, il fait la circulation, il surveille la voie publique, il fait du maintien de l'ordre. Il n'a pas normalement l'autorisation, le droit d'aller arrêter des gens. C'est la police judiciaire qui fait ça. Donc aller déjà arrêter des gens comme ça au petit matin chez eux, c'est pas normal. Et puis on comprend qu'il se passe quelque chose quand même d'inhumain. Donc pourquoi arrêter ces femmes, ces enfants tout d'un coup pour les déporter vers l'Est, parce qu'on sait qu'on va les déporter tout de suite vers l'Est. Donc il y a un climat anxiogène et les policiers, ils doivent appliquer ces ordres parce que c'est leur métier, ils n'ont pas le choix. Et ils vont essayer, alors certains vont faire du zèle, certains ne vont pas réfléchir, vous savez, qui sont des automates, et d'autres vont essayer de trouver des solutions pour ne pas être trop zélés, en arrêter le minimum. Oui, on voit des sortes de stratégies de contournement qui sont décrites ou par leurs témoignages. Alors là, vous citez cet inspecteur du 11e arrondissement qui dit dans son journal « Je rentre bouleversé, je revois sans cesse cet enfant qui pleure, qui crie, qui s'accroche aux vêtements de sa mère. C'est le plus grand drame de conscience de ma carrière. » Et en fait, ce que ça dit aussi, c'est que chaque policier agit en conscience et pas forcément comme les autres. Oui, puis il faut aussi voir que c'est la première fois qu'on fait ça en France. Donc il y a une forme d'improvisation. Les circulaires ne sont pas aussi précises qu'elles le seront plus tard. On donnera vraiment des ordres beaucoup plus draconiens. Là, il y a une latitude qui est laissée aux commissaires, qui peuvent par exemple dire ou pas dire de défoncer la porte des gens qui n'ouvrent pas. Et les policiers eux-mêmes ont une certaine latitude. Par exemple, on leur a donné 12 visites à faire. Donc quand vous avez 12 visites à faire, vous pouvez rester et attendre, comme vous avez 1 jour et demi pour procéder. Vous pouvez attendre que chaque victime ait préparé ses affaires. Il y en a d'autres qui, sans prendre le moindre risque, sans risquer de se faire dénoncer par leurs collègues, puisqu'ils marchent à 2, vont dire préparez vos affaires, je reviens dans 2 heures. Là, ça ouvre une possibilité de survie pour les gens qui peuvent s'évader. Qu'est-ce que vous ressortez de tout ce que vous avez lu justement et découvert ? Ce qui est frappant, c'est ce paradoxe, c'est que d'un côté, c'est la plus grande opération qui a eu lieu en Europe. On n'a jamais arrêté autant de gens en si peu de temps en Europe de l'Ouest. Dans le cadre de la solution finale, 12 884. Et d'ailleurs, on l'appelait la rafle monstre. 12 884 hommes, femmes et enfants en moins de 2 jours. C'est énorme. Et en même temps, c'est un semi-échec pour les autorités, puisque ça, c'est quelque chose que j'ai compris en travaillant sur le fichier, ce qui reste du fichier juif, c'est qu'en fait, on visait 35 000 personnes. Donc pour eux, c'est une opération d'une ampleur qui est à la fois monstrueuse et c'est un semi-échec. Les 2 tiers des gens, sur le moment, y ont échappé. Et ça, c'est significatif de ce qu'a été la solution finale en France, puisqu'on sait que les 3 quarts des gens y ont échappé. Et on le voit.
avec ces micro-décisions, ces micro-possibilités de laisser filer. Où on voit une femme qui est raflée, puis finalement qui arrive à se faire offrir un laissez-passer. Voilà, il y a des centaines de gens qui sortent, il y a plus de 1000 personnes qui sortent des centres de rassemblement, puisqu'au début on a mis les gens dans des centres de rassemblement, puis j'en ai dénombré 650 qui après vont sortir. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'il y a un tiers des gens seulement qui sur le moment sont arrêtés. Et en même temps, l'autre singularité, l'autre particularité monstrueuse de cette opération, c'est le nombre d'enfants qui vont être arrachés à leurs parents et déportés. Ça, c'est sans précédent aussi. C'est sans précédent, on n'a jamais vu ça ailleurs, ça ne se fera pas ailleurs. Ça ne se fera même pas en zone libre, même Vichy n'ira pas aussi loin. Là aussi, c'est aussi lié à cette improvisation criminelle qui fait qu'ils ont été conduits à déporter des mères après les avoir séparés de leurs enfants. Les enfants qui étaient libérables, parce que les enfants étaient français, aux 3/4 d'entre eux. Oui, et on voit dans les écrits de police que vous publiez, voilà, ils peuvent être tout à fait libérés. Ils le savent, ils ont conscience qu'ils pourraient le faire, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils sont pris dans un engrenage dans lequel ils ne peuvent pas sortir. Et donc, ils vont déporter ces enfants 3 semaines après leurs parents, qu'ils vont mélanger avec des adultes qui viennent de zones libres. Donc, c'est absolument monstrueux. Et c'est tellement monstrueux que Vichy ne refera plus jamais ça. Ça a choqué véritablement l'opinion publique. L'opinion publique. Et on a d'ailleurs des lettres et des témoignages extrêmement poignants. Et certains qu'on n'avait jamais lus. Vous relatez ces notes prises par Georges Oran, un Français incarcéré à Drancy, qui est aussi illustrateur. On va voir certains de ses dessins, qui voit les enfants descendre du train. Et il écrit « On descend les enfants, les bagages, on les fouille. Ils défendent leurs petits biens avec opiniâtreté. Ils n'ont pas de ces pudeurs raffinées, de ces timidités de civilisés. Ils deviennent des chats sauvages. Je parle à un bonhomme d'un peu plus de 6 ans. Il est chef de famille. Il a un cousin d'à peine 4 ans. Mon chef de famille porte l'étoile. Il est crâne. Il porte son baluchon comme un sac de campeur. Il est décidé. Son cousin, c'est comme son frère, son fils, son enfant. » Voilà, et il sera gazé quelques jours plus tard, comme ces centaines d'enfants qui sont venus des camps du Loiret, parce que les Allemands ne voulaient pas qu'on déporte les enfants ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a constitué ces convois qui, je le répète, sont vraiment inédits dans le cadre de la solution finale en Europe de l'Ouest. On a fait ça nulle part ailleurs. Quelle est la réaction de l'opinion publique? Vous disiez justement qui a vu, parce que c'était au vu de tout le monde, et pourtant il y a très peu d'ailleurs de documentation et de photos, une seule photo qui subsiste. Oui, on n'a qu'une seule photo parce que ça a choqué l'opinion publique. Les renseignements généraux l'ont attesté dans un rapport dès le jour même de la rafle, le 17 juillet 1942, le deuxième jour de la rafle. Vous avez un rapport DRG qui dit la population parisienne, même si elle est antisémite, elle est choquée. Elle est choquée de ce qui se passe, qu'on arrête des femmes, des enfants et qu'on les sépare. Donc il y a plusieurs documents, sources qui prouvent que l'opinion a été choquée et les autorités l'ont compris et l'ont pris en compte. D'où le fait qu'ils ont interdit la publication de cette photo dans la presse. Qui est la couverture de votre livre. Voilà, qui est la seule photo qui existe de la rafle du Veldiv. Merci Laurent Joly. La rafle du Veldiv, Paris, juillet 1942, c'est chez Grasset. Les commémorations de cette rafle, 80 ans après, ce sera le 16 juillet prochain. On attend d'ailleurs un documentaire aussi que vous signez qui sera diffusé sur France 2. Aujourd'hui, on voulait aussi avoir une pensée pour notre confrère Olivier Dubois, enlevé au Mali, c'était il y a 14 mois. Il est dernier otage français dans le monde. Pétition accessible sur le site change.org. Voilà, tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarly. Bonne émission.